Minuit. Les chars de l'armée prennent position autour de la capitale. Les rares Algérois témoins de la scène pensent qu'il s'agit encore du tournage du film La bataille d'Alger de Géo Pontecorvo. À la Villa Jolie, des officiers de l'armée algérienne complices de l'opération et au fait du mot de passe de la soirée, prennent la relève de la garde rapprochée du président. Le samedi 19 juin, à 1h du matin, Taher Zbiri et ses hommes montent les escaliers qui mènent à l'appartement du président au 5e étage. Ben Bella est réveillé par des coups frappés contre sa porte et la voix du chef d'état-major de l'armée s'exclame. « Sid Ahmed, tu n'es plus président. Nous avons constitué un conseil de la révolution. Tu dois nous suivre. Il ne t'arrivera rien. » Le président s'habille et descend au rez-de-chaussée. Menottes au poignet, il monte dans une jeep pour rejoindre une villa à Hidra, sur les hauteurs d'Alger. Le programme de la radio algérienne est suspendu, remplacé par de la musique militaire et la diffusion en boucle, en arabe et en français, de communiqués qualifiant Ben Bella de despote et de tyran. Il a bouffé tout le monde. Je m'excuse encore de l'expression. À 12h05, le pays prend connaissance de la création d'un conseil de la révolution qui assume tous les pouvoirs, à travers un message diffusé par Radio Alger. Un conseil de la révolution a été créé. Il a pris toutes les dispositions pour assurer dans l'ordre et la sécurité le fonctionnement des institutions en place et la bonne marche des affaires publiques. Ce coup d'État orchestré par le ministre de la Défense Houari Boumedienne ouvre un nouveau chapitre pour l'Algérie. Mais qui est cet homme? Quels sont ses projets? Et quel destin attend l'Algérie sous Houari Boumedienne? « 8 mai 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés remportent la victoire et des défilés sont organisés dans toute l'Europe, y compris en Algérie. Les partis nationalistes algériens profitant de cette journée symbolique appellent à des manifestations pour rappeler leur contribution à la guerre et revendiquer leurs droits. Le gouvernement français autorise les manifestations, à condition que seuls des drapeaux français soient brandis. À Sétif, après des heurts, un policier français tire sur un homme, Bouzid-Sal, un jeune homme de 26 ans tenant un drapeau algérien, déclenchant ainsi des émeutes. L'armée française réprime violemment ces manifestations, commettant l'un des pires massacres. Ces événements, connus sous le nom de massacre de Sétif, Guelma et Kherrata, ont profondément marqué le peuple algérien. Parmi ceux touchés, un jeune homme nommé Mohamed Bouharouba, dont le destin sera à jamais lié à la lutte pour l'indépendance. Ce jour-là, le monde a basculé. Même les ancêtres ont bougé sous terre. Et les enfants ont compris qu'il fallait se battre arme à la main pour devenir des hommes libres. Personne ne peut oublier ce jour-là. Jeune étudiant, Mohamed Bouharouba s'engage dans des études de littérature de langue arabe à la Zawiya Khatenia et à l'Institut Ben Bedis. Comme beaucoup de jeunes Algériens à son époque, il s'implique dans les scouts musulmans algériens, un mouvement prônant les idées patriotiques et les principes de l'islam. Dans les années 50, après un bref séjour en Tunisie pour étudier à la Zitouna, Bouharouba décide de poursuivre ses études au Caire. La capitale égyptienne était alors celle du panarabisme. Elle abritait les bureaux de la Ligue arabe et depuis 1948, les services d'un comité de libération du Maghreb, représenté par le néo-destour tunisien, de l'Istiqlal marocain et du PPA, Parti Peuple Algérien, et MTLD, Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques algériens. Au Caire, le mouvement nationaliste algérien est représenté par Mohamed Khidr. Ancien député de l'Assemblée nationale française, il est arrêté lors du démantèlement de l'organisation spéciale, mais réussit à trouver refuge au Caire en 1950, où il est rejoint par Hussein Ait Ahmed. En 1952, Ahmed Ben Bella, militant du PPA et MTLD, rejoint également la scène politique au Caire, après son évasion de la prison de Bilda. Bouharouba étudie, tout en participant à des manifestations d'étudiants algériens. Lors d'une d'entre elles devant le consulat de France au Caire, il est interpellé par la police égyptienne, mais rapidement relâché.
C'est lors de cette manifestation qu'il se lie d'amitié avec un réfugié politique algérien dénommé Ali Mougheri, un militant activiste du PPA et MTLD. Encouragé par Mougheri, Boukhrouba rejoint le parti et s'implique dans des stages de formation militaire contre le colonialisme. Après la dissolution du MTLD, le Front de Libération Nationale est devenu la nouvelle force porteuse de l'idéologie nationale. Lorsqu'il déclenche la guerre d'indépendance le 1er novembre 1954, sa guérilla contre les positions françaises intensifie le conflit, soulignant la nécessité de garantir un approvisionnement en armes pour soutenir l'insurrection. C'est dans ce contexte qu'en février 1955, Ahmed Ben Bella, chargé des affaires militaires du nouveau parti, repère le jeune Boukhrouba qui aspire à rejoindre le maquis. Boukhrouba se voit confier la mission du Dina, le yacht prêté par la reine Dina de Jordanie pour transporter des armes d'Alexandrie à la côte marocaine pour les maquisards algériens. Malgré les défis, le jeune homme de 23 ans réussit sa première mission avec brio, introduisant un lot crucial d'armes vers la Wilaya 5. Après le débarquement, Boukhrouba rencontre l'Arbi Ben Mhidi, un des fondateurs du parti FLN et responsable politique et militaire de l'Ouest algérien. L'Arbi Ben Mhidi décide de mettre Boukhrouba à la disposition d'Abd al-Hafid Boussouf, prenant l'organisation du trafic d'armes du Maroc vers les maquis des Wilayas. Puis, grâce à son stage au Caire, organisateur de la guérilla. Jeune et inconnu, il décide de prendre le pseudonyme de guerre Houari Boumediene, faisant référence à deux saints de la région, Sidi el-Houari el-Maghraoui et Sidi Boumediene, Chouaïb. Suite au départ de l'Arbi Ben Mhidi qui rejoint Alger, Boussouf prend la tête de la Wilaya 5 et Boumediene devient l'un de ses adjoints. Il travaille aux côtés de son mentor, apprend, et petit à petit, Boussouf commence à déléguer son pouvoir à son adjoint. De ce fait, pendant la fin d'année 1957, Boussouf rejoint la délégation extérieure du FLN, devenant un membre du CCE et responsable de la liaison et de la communication. Il nomme Houari Boumediene, alors âgé de 25 ans, comme chef de la wilaya, gagnant le grade de colonel. Boussouf est confiant en Boumediene, reconnaissant ses qualités de leader. Mais cette promotion des deux militaires ne vient pas de nulle part. Pour cela, nous devons revenir aux événements d'été 1957. Il faut comprendre comment fonctionne le FLN. On distingue deux organes principaux. Il y a le Conseil national de la révolution algérienne, CNRA. Le CNRA fonctionnait comme une assemblée suprême, prenant des décisions politiques, militaires et sociales. C'est le cœur de la prise des décisions du mouvement. Au CNRA, les membres du FLN se réunissent pour des discussions intenses, des échanges d'idées, de contestations et de critiques constantes. Au-dessus du CNRA, il y a le Comité de coordination et d'exécution, le CCE. Le CCE agissait comme l'organe directeur du FLN, où les décisions importantes étaient prises et mises en œuvre. Composé de 9 membres avec de grandes figures comme Ferhat Abbas, Abben Ramdan, Lakhdar Ben Tobel, Abd al-Hafid Boussouf et Karim Belkacem. Le CCE jouait le rôle de la direction du mouvement. Lors de la réunion du CNRA tenue au Caire le 27 août 1957, elle adopte le rapport d'activité du CCE. Le CNRA s'attache à détricoter l'essentiel du dispositif du congrès de la Soumam, en adoptant notamment une nouvelle résolution qui stipule que tous ceux qui participent à la lutte de la libération, avec ou sans uniforme, sont égaux. En conséquence, il n'y a pas de primauté du politique sur le militaire, ni de différence entre les révolutionnaires à l'intérieur et à l'extérieur du territoire. Ainsi, la résolution adoptée, bien que visant à renforcer l'unité, a eu des conséquences inattendues. Elle a remis en question les principes du congrès de la Soumam, sapant l'équilibre entre le politique et le militaire, et isolant Abben Ramdan, une figure clé du mouvement. Abben Ramdan, une figure politique qui gênait les grands colonels, s'est retrouvé écarté du CCE. Mais malgré son évasion, Abben n'a pas baissé les bras et a utilisé le journal Al-Moujahid pour maintenir sa voix influente et critiquer les décisions prises par ses anciens camarades. Pendant ce temps, les colonels tels que Boussouf, Belkacem et Ben Tobel ont saisi l'opportunité de prendre le contrôle des wilayas stratégiques,
instaurant une hiérarchie militaire au sein du FLN. Cette période a vu le Congrès se transformer en une lutte de clans, avec des rivalités internes de plus en plus acerbes. La tragédie frappe avec l'assassinat de Abben en décembre 1957 par les hommes de Boussouf, plongeant le FLN dans le chaos et divisant le mouvement en 3 groupes rivaux, Boussouf, Belqasem et Bentobel. Mais malgré leurs divergences, les 3 colonels décident d'unir leurs forces pour prendre le contrôle du CCE et d'instaurer leur leadership au sein du FLN, donnant ainsi naissance à l'ère des 3B. Pourtant, la rumeur persistante sur l'assassinat de Abben Ramdan menace cette fragile unité. Houari Boumediene, agissant sur les ordres d'Abdel Hafid Boussouf, décide de dissimuler la vérité en annonçant à Kerim Belqasem ce qui devrait être la vérité. Abben était mort en martyr, dans le but de maintenir la stabilité et l'unité du FLN. C'est dans cette période tumultueuse qu'émerge le colonel Houari Boumediene. Le nouveau colonel de la Wilaya 5 a rapidement saisi l'importance cruciale des transmissions fiables dans la lutte pour l'indépendance. Avec son mentor Boussouf, ils équipent la région de postes radio et établissent des centres d'écoute depuis Oujda pour surveiller le mouvement de l'armée française en Oranie. Sous la direction du colonel Boumediene, l'organisation des transmissions, de la logistique et du renseignement s'est considérablement développée dans toute la région. Houari Boumediene et sa wilaya étaient engagés dans une guerre des ondes. Suite à une information captée par radio durant les premières semaines de 1958, une unité de l'armée de libération nationale ALN a attaqué par surprise un petit convoi de l'armée française. Parmi les prisonniers, à la surprise des combattants, se trouvait un Américain proche collaborateur de Nahum Goldman, président du Congrès juif mondial. Cet Américain était venu enquêter sur la situation des Juifs en Oranie. Nahum Goldman a tenté de négocier la libération de son collaborateur depuis New York avec Abdelkader Chanderli, le représentant du FLN aux Nations Unies, essayant ainsi d'assurer la neutralité de la communauté juive dans la guerre entre l'Algérie et la France. Une véritable course opposait l'armée française aux éléments de la Wilaya 5. Boumediene voulait faire sortir le membre du Congrès par la frontière marocaine et le remettre sain et sauf à l'ambassade américaine, ce qui aurait été une victoire psychologique majeure pour le FLN et une reconnaissance internationale extraordinaire. De son quartier général à Oujda, Boumediene suivait de très près l'affaire, informait Chanderli de tout ce qui se passait. Après 3 jours à éviter l'ennemi, le groupe de l'ALN s'est retrouvé encerclé à une demi-journée de marche de la frontière marocaine où le combat a été rude, avec seulement 3 survivants. L'enquêteur juif est mort pendant l'accrochage. Les 2 camps minimisent leurs responsabilités, se rejetant la faute. Pour les Français, l'Américain a été enlevé et assassiné par le FLN, tandis que pour ce dernier, il a été tué par les Français qui préféraient le voir mort en territoire algérien plutôt que vivant au Maroc. C'est en tout cas la fin d'une négociation mal engagée. Au mépris de cette issue tragique, cet épisode met en évidence l'efficacité des télécommunications et de l'espionnage sous la direction de Boumediene. Malgré ces avancées, la mort de Abben en décembre 1957 a plongé le CCE dans une période d'inactivité jusqu'en avril 1958. La méfiance entre ses nouveaux membres s'est accentuée. L'unification de l'ALN constitue un grand problème à résoudre. Depuis l'élimination de Abben Ramdan, chacun ne songe qu'à renforcer sa position en prévision des crises à venir. Cependant, Abdel Hafid Boussouf et l'Akhdar Bentobel sont unis par un but commun: faire barrage à Kerim Belqasem et l'empêcher au nom de la direction collégiale de devenir le chef incontesté de l'armée. L'organisation et le choix des hommes sont donc l'objet de compromis laborieux. C'est alors que Kerim Belqasem propose de créer un comité d'organisation militaire, COM. La proposition est adoptée en avril 1958. Scindé en 2, cet organisme dirige à partir des frontières Est et Ouest la lutte armée en Algérie, créant ainsi l'armée des frontières. Pour rester le chef incontesté de l'armée, Kerim Belqasem a tenté de désigner le colonel Mohamed Saïd et Sader, tous 2 kabyles, comme responsables. Mais il a échoué. Accusé de choisir les officiers en vertu du critère régional, il renonce à imposer le colonel Sader, qui avait pris position avec Abben Ramdan, et accepte de nommer le poulain de Boussouf au COM Ouest.
Le Com-Ouest, dirigé par Houari Boumedienne, se distingue comme un exemple de réussite. La planification des opérations militaires, les mobilisations des ressources pour les unités de l'ALN, la communication interne des différentes structures du FLN étaient faites avec succès. La nomination du colonel Sader comme adjoint de Boumedienne renforce la position de ce dernier à la tête du Com-Ouest. Cependant, le Com-Est, dirigé par Mohammedi Saïd, se heurte à des conflits de compétences et à une opposition de ses partisans. L'incapacité à coordonner l'activité militaire conduit à la décision du CCE en septembre 1958 de mettre fin à l'expérience du Com-Est. Cet échec disqualifie la plupart des officiers et des sanctions sont infligées, sauf à Houari Boumedienne, qui émerge comme le chef militaire le plus influent de l'ALN. Face à l'incapacité des dirigeants à assurer un approvisionnement en armes dans l'est du pays, plusieurs colonels, dont le fameux Amirouche Eid Hamouda, surnommé le Terrible par les Français et le Lion des montagnes par les maquisards algériens, contestent ouvertement l'autorité des 3B. Estimant que l'intérieur est livré à lui-même, Amirouche organise en décembre 1958 une réunion interwilaya pour dénoncer cette situation. Toutefois, cette crise s'est éteinte après la mort de Amirouche, tombé au champ d'honneur lors d'une embuscade par l'armée française le 29 mars 1959. Parallèlement, une autre contestation éclate avec l'affaire dite du complot L'Amouri. Les officiers sanctionnés après l'échec du Com-Est mené par le colonel Mohamed L'Amouri, ex-adjoint de Mohammedi Saïd, s'oppose ouvertement aux 3B. Dégradé et évincé, il organise alors un coup d'État contre le gouvernement, mais sa tentative est rapidement déjouée et lui ainsi que ses alliés sont arrêtés. Jugé par un tribunal militaire présidé par Boumedienne, il est condamné à mort le 28 février 1959. En ce qui concerne Boumedienne, il n'entend pas s'élever contre ses supérieurs. Lorsqu'il le jugera utile, un an plus tard, il sera chef d'état-major général, et c'est lui seul qui décidera d'ouvrir les hostilités entre l'état-major et les 3B. Au cœur des tensions croissantes au sein du CNRA sur la conduite de la révolution et de la formation du gouvernement provisoire de la République algérienne GPRA, dirigé par le président Ferhat Abbas, qui remplace le CCE, sans oublier les luttes d'influence des 3B pour la direction, leur affaiblissement devient évident. Boumedienne, conscient de ces changements et désireux de renforcer sa position, forge des alliances stratégiques avec un groupe de colonels influents au sein de l'ALN. Ces colonels, cherchant à accroître leur influence et avoir un plus grand contrôle sur la direction de la révolution, aspirent à contester le pouvoir des 3B. Cette alliance donne à Boumedienne un levier supplémentaire dans les luttes de pouvoir au sein du mouvement. C'est dans ce contexte que s'ouvre le 3e CNRA à partir du 16 décembre 1959, avec pour mission d'évaluer la situation militaire et de sélectionner les futurs dirigeants. Cette dernière tâche est confiée à une commission composée de Boumedienne, protégée de Boussouf, de Mohammedi Saïd, soutenu par Belkacem, et de Saad Dahleb, qui joue la neutralité. Belkacem estimait que le FLN ne peut plus laisser Abbas diriger la révolution et se considère comme le seul capable de présider le GPRA, étant le dernier membre historique du FLN encore en liberté. Abbas lui-même acceptait cette idée. Toutefois, Dahleb doute des capacités de Belkacem, car les négociations avec la France se profilent, et seul Abbas semble en mesure de dialoguer avec le général de Gaulle. Dahleb fit part à Boumedienne de ses doutes et lui propose de soutenir Abbas comme président. Boumedienne ne fit aucune objection, il était même d'accord sur la désignation de Abbas comme président. Mais Dahleb ignorait qu'en réalité, il était en train de servir les intérêts de Boumedienne. En effet, lors de ce CNRA, ce dernier parvient habilement à imposer ses alliés militaires, parmi lesquels le colonel Lotfi, Qaïd Ahmed, Medjli et Zbiri. Puis, au cours d'une discussion cruciale avec Belkacem concernant le choix des hommes capables de mener la guerre, Boumedienne expose sa vision audacieuse de créer un état-major général des armées. Cette proposition, bien que controversée, renforce son autorité et séduit ses alliés militaires.
Au départ, Belkacem était réticent à l'idée de voir Boumedienne prendre la tête de l'état-major général. Mais le colonel savait que les luttes entre Belkacem et ses deux concurrents ont fatigué et affaibli les 3B. Grâce à des négociations habiles et à la présentation d'une vision convaincante, Boumedienne parvient à faire plier Belkacem qui accepte de le laisser occuper ce poste stratégique. La réussite de Boumedienne est fulgurante. Non seulement il a évincé Belkacem, qui était très réticent quant à sa nomination à la tête de l'EMG, mais il a également su se dégager de l'influence de Boussouf. Après avoir constaté que les attaques de ses partisans contre les 3B pendant les réunions du CNRA étaient largement soutenues, Boumedienne, désormais perçu comme un légaliste et un homme d'ordre, agira indépendamment de son ancien chef de la Wilaya 5. La création de l'état-major ôte ainsi le monopole des forces armées sur les frontières. En ayant mis Boumedienne à la tête de l'état-major, Lakhdar Ben Toubel et Abdelhafid Boussouf sous-estiment les effets de sa nomination. Plus attentifs au rôle des individus qu'à celui des institutions, ils prêtent peu d'attention à un choix qui bouleverse la configuration du jeu et précipitera leur propre chute. Lorsqu'il prend ses nouvelles fonctions le 16 janvier 1960, Boumedienne entreprend une réorganisation minutieuse de l'armée des frontières qui combat l'armée française aux frontières tunisiennes avec Gharb Demao comme base arrière et marocaine avec Oujda comme base arrière. Par exemple, à Gharb Demao, différentes troupes parcouraient le sol tunisien, ce qui les rendait dispersés et désorganisés. Lorsque Boumedienne est intervenu, il a organisé les choses. Il met en place 5 bureaux au sein de l'état-major pour renforcer la coordination et l'efficacité des opérations militaires. Bureau logistique et d'intendance. Ce bureau assure la gestion des approvisionnements pour garantir que les unités sur le terrain disposent des ressources nécessaires. Bureau de renseignement. Chargé de collecter, analyser et diffuser les renseignements stratégiques et tactiques, ce bureau fournit des informations cruciales sur le mouvement ennemi et les conditions environnementales. Bureau technique. Ce bureau développe et met en œuvre des plans opérationnels en utilisant des données fournies par le bureau des renseignements pour élaborer des stratégies. Bureau effectif et personnel, responsable de la gestion des effectifs et du personnel de l'armée. Ce bureau s'occupe du recrutement, de la formation et de la discipline. Bureau presse, information, éducation. Chargé de la communication interne et externe de l'armée, ce bureau maintient un flux d'informations constant avec le public et les médias, en plus de fournir une information continue aux soldats pour améliorer leurs compétences et leur morale. En mettant en place ces bureaux, Boumedienne établit une structure solide pour l'état-major, favorisant ainsi une gestion stratégique et intégrée de l'armée des frontières. Parallèlement à la réorganisation, Boumedienne accorde une grande importance à la modernisation et à la professionnalisation de l'armée. Des centres de formation sont créés pour instruire les soldats aux techniques de combat modernes et aux stratégies militaires avancées, renforçant ainsi la préparation des recrues face aux défis sur le terrain. Il consacrait tout son temps à réorganiser l'armée et mettre fin au désordre laissé par Mohamed Saïd. L'une de ses premières réactions en tant que chef d'état-major fut de mettre fin aux purges internes. Le 18 mai 1960, il adresse un message aux wilayas à propos des purges et ordonne que les chefs ne puissent plus ordonner des exécutions sans consulter l'état-major. Il les invite à créer un climat de confiance et à éliminer la méfiance semée par l'ennemi au sein de la révolution. Pour l'heure, il s'agissait d'affronter les barrages Chal et Maurice. Boumedienne maintient des opérations d'harcèlement, de sabotage et de tentatives de franchissement, faisant exécuter des passages du barrage pour pouvoir acheminer des armes et des munitions au maquis de l'intérieur. Et surtout, veiller à éviter les catastrophiques opérations de masse de 1958 et 59 de Mohamed Saïd, où 80% des soldats laissaient leur peau entre les fils barbelés. Ces actions, bien qu'elles n'aient souvent pas réussi à faire franchir les barrages, ont contribué à saper le moral des troupes françaises stationnées dans les garnisons. Du 13 au 31 mars 1960, environ 8000 hommes de l'ALN ont mené 124 actions d'harcèlement, détruit 7 parties du barrage et réussi un franchissement notable. Des opérations similaires ont été menées du 15 juillet au 6 août.
et encore du 27 novembre au 4 décembre, avec des engagements impliquant plusieurs milliers de combattants. En 1961, les actions de l'ALN se sont intensifiées, avec une série d'opérations d'harcèlement menées de jour comme de nuit. De 1960 à 1962, Boumedienne commandait une force de 25 000 soldats à l'est et 10 000 à l'ouest, tous bien armés, entraînés et éduqués. Dans cette mission, le colonel est accompagné par des officiers dévoués tels que Ali Medjli, Qaïd Ahmed, Ahmed Meddagri et un certain Abdelaziz Bouteflika. Toutefois, à la tête de l'état-major, Boumedienne s'est vite rendu compte des limites de son pouvoir. Les 3B lui imposaient des directives et des obligations de rendre des comptes. Belkacem, par exemple, limitait l'autorité de Boumedienne à l'armée des frontières, tandis que Boussouf conservait un contrôle strict sur les services de renseignement, malgré les exigences de coopération avec Boumedienne. Ces restrictions, bien qu'acceptées en apparence par le colonel, nourrissaient en lui un ressentiment de frustration. Au fil du temps, il a cultivé un esprit de corps au sein de l'armée, visant à renforcer sa cohésion et à préparer une affirmation politique plus prononcée. Car ni lui ni ses officiers ne partageaient la vision libérale incarnée par Ferhat Abbas, le président du GPRA, ni celle des 3B, les considérant comme incapables de répondre à l'idéal révolutionnaire en raison de leur lutte interne. Ainsi, une nouvelle génération de militaires émerge, portés par une ambition claire, imposer leur propre vision de l'Algérie indépendante, avec Boumedienne à sa tête. Dans son quartier général à Oujda, Boumedienne élabore lentement, minutieusement, une fiévreuse activité politique. Son quartier général devient un véritable laboratoire du socialisme algérien. On y lit Fanon, Che Guevara, Mao Tse-Dong et Karl Marx. Le rôle révolutionnaire de l'armée fait l'objet de discussions. Mais le développement de cette armée des frontières inquiète fortement les responsables du gouvernement provisoire. Tout le monde s'interroge sur ce personnage énigmatique et taciturne et dont l'ascension semble irrésistible. Jusqu'à là, rien dans la carrière de Boumedienne ne laisse supposer qu'il puisse éventuellement s'opposer à Boussouf et Bentobel, les deux chefs qui ont tissé son ascension. Pourtant, Boumedienne prend ses distances avec les politiciens et finit par mépriser certains membres du GPRA qu'il juge incapables d'assurer la direction. Le temps des luttes est arrivé. Les tensions entre le GPRA et l'EMG commencent à s'intensifier au printemps 1961. L'EMG, de plus en plus indépendant, s'opposait aux décisions du GPRA. Cette tension a finalement conduit à des confrontations entre Boumedienne et ses chefs. Par exemple, la question de l'autorité et de la responsabilité des troupes des wilayas de l'intérieur s'est posée. Chaque parti souhaite prendre le contrôle de ces régions. Pour l'état-major, les wilayas relèvent naturellement de son autorité et ils doivent recevoir et distribuer l'aide qui leur est destituée. Pour le GPRA, l'état-major installé à l'extérieur ne peut diriger que les troupes des frontières. De plus, le GPRA a jugé inutilement l'accroissement de l'armée des frontières, tandis que l'EMG procédait à de nouveaux recrutements en Tunisie et au Maroc. L'état-major est sévèrement critiqué par le GPRA et les chefs des combattants des wilayas pour son incapacité à respecter ses engagements de ravitailler les maquis en armes et en munitions. Si de 1957 à 1959, environ 1000 à 1200 armes par mois entraient en Algérie, de 1960 à 1962, ce chiffre chute drastiquement à seulement 400 à 600 armes par mois. Isolés et privés de soutien logistique, les chefs des wilayas expriment une profonde colère envers l'état-major qu'ils jugent partiellement responsable de leur situation critique. Une longue lettre du commandant de la wilaya 4, Omar Siddiq, alias Sitayeb, dresse un tableau sombre de la situation. Nous avons espéré de la fraternité chez le colonel Boumedienne. Je dois dire que j'ai perdu mon temps avec un voleur d'armes et de munitions. De plus, il m'a donné sa parole et n'a pas exécuté. Il faudra évidemment que Boumedienne change de comportement à notre égard. Cette fois, c'est au tour du GPRA d'être sévèrement critiqué par l'état-major.
Après que celui-ci ait accepté de rencontrer officiellement et publiquement les représentants du gouvernement français en juin 1960, l'échec de ces pourparlers provoque la colère de Boumedienne et des autres officiers de l'EMG. Vous engagez des contacts sans nous prévenir. Vous échouez et vous vous en vantez, sans penser un instant que ce battage pourrait démoraliser le peuple. Nous souhaitons comme vous que la guerre prenne fin, mais sans signer de reddition. Mais la crise entre Boumedienne et le GPRA éclate ouvertement en juin 1961 avec l'incident d'un pilote français. Capturé par l'armée des frontières après que son avion ait été abattu, le pilote est devenu le centre d'un bras de fer entre Boumedienne et le GPRA. Ce dernier ordonna sa libération, mais Boumedienne a refusé, cherchant à tester l'autorité du gouvernement provisoire. Ce défi ouvert a conduit le GPRA à menacer d'intervenir militairement, poussant Boumedienne à céder sous la pression. Mais la confiance entre les deux parties est rompue. Le colonel, profondément déçu, adresse le 15 juillet 1961 sa démission au GPRA. Ce dernier choisit d'ignorer cette démission, ne souhaitant pas apparaître affaibli lors des prochaines négociations avec les Français. Boumedienne retire ensuite Qaïd Ahmed et Majli, des représentants des pourparlers, estimant que le GPRA doit assumer seul cette responsabilité. Lors de la réunion du CNRA à Tripoli en août, Boumedienne propose de créer une structure au sein du CNRA sous la direction de l'EMG et des 3B pour contrôler le gouvernement. Ce qui évaudrait dans les faits a confié le pouvoir à Boumedienne. Cette proposition est rejetée. Au même moment, le gouvernement élit Ben Youssef Ben Khedda comme nouveau président, une désignation qui ne satisfait pas Boumedienne. Cherchant de nouveaux soutiens, il les obtient rapidement de 17 officiers de l'ALN de la frontière Est, suivis par les officiers de la frontière Ouest. Le colonel s'émancipe de la tutelle du GPRA et il la conteste désormais ouvertement, se positionnant comme une force politique indépendante et critique. Il entreprend des opérations indépendantes, comme une attaque en janvier 1962 sur un poste avancé du barrage et une série d'actions en mars sur une large portion du front. Ces actions visaient à démontrer sa maîtrise du terrain et à influencer les négociations en cours. On entend surtout beaucoup parler de Boumedienne à partir des accords d'Évian, ces négociations pour la paix entre les révolutionnaires algériens et le gouvernement français. Ce qu'on peut voir aux négociations d'Évian, c'est que le camp algérien est divisé entre plusieurs parties. On a les négociateurs d'Évian qui sont en contact avec le GPRA, il y a les leaders historiques du FLN qui sont emprisonnés en France, et enfin, on a l'état-major dirigé par Boumedienne. Pendant les négociations, les divergences entre les chefs et entre le GPRA, occupé par le nouveau président Ben Khedda, et Karim Belkacem, responsable des négociations pour la paix, et l'EMG sont flagrantes. L'armée est farouchement opposée aux négociations. Boumedienne se montre méfiant envers les nouveaux représentants désignés du FLN lors des négociations. Il craint que les accords compromettent l'orientation socialiste de l'Algérie indépendante. De plus, les accords soulèvent également des désaccords sur l'avenir des Européens en Algérie et la question de la langue officielle. Boumedienne exprime des préoccupations concernant le maintien des Européens et la prédominance du français dans l'école et la société, tandis que la question de la langue arabe reste en suspens. Les questions liées à l'exploitation des gisements pétroliers et gaziers découverts en Algérie ajoutent à la complexité des discussions. Pour Boumedienne, les accords d'Évian ne suffisent pas à garantir une véritable indépendance pour l'Algérie. Les accords d'Évian qu'ils ont tenté de nous imposer étaient loin d'être viables, car si dans leur forme ils visaient l'intérêt de tous, leur objectif réel n'était autre que garder l'Algérie sous l'emprise de la France. Ces accords visaient à faire de l'Algérie un pays dépendant du néocolonialisme français. Il considère que l'armée est la seule source de légitimité et le socialisme seule solution viable pour l'Algérie sous l'autorité du parti unique. Mais il craint que le GPRA disloque cette ALN indocile et la rende inopérante, alimentant ainsi les tensions avec le gouvernement provisoire. Face à cette impasse entre l'état-major et le GPRA, le colonel Boumedienne entreprend une manœuvre politique
en contactant les leaders historiques emprisonnés à Aulnois, dans le but de forger une alliance. Ces prisonniers d'Aulnois, au nombre de 5, ont été des acteurs clés dans la fondation du FLN, mais ont été capturés par la France à bord d'un avion détourné. Ils sont composés de Ahmed Ben Bella, Mohamed Boudief, Rabah Bitat, Mohamed Khider et Hussein Ait Ahmed. Le 18 décembre 1961, le bras droit, l'homme de confiance de Boumedienne, Bouteflika, visite les prisonniers à Aulnois et leur transmet le projet à chacun d'entre eux de créer un bureau politique distinct du GPRA et se présenter comme candidat à la présidence. En échange, il leur propose le soutien de l'état-major contre le GPRA avec la promesse de leur remettre les rênes du pouvoir une fois l'indépendance acquise. Boudief, qui attire le plus l'attention de l'état-major, répondant à leurs critères pour sa figure, sa discrétion et sa rigueur, se montre profondément offusqué et rejette l'offre, refusant d'être instrumentalisé par l'armée. Face à ce refus, Bouteflika se tourne vers Ahmed Ben Bella, dont les idéaux socialistes sont similaires avec celles de Boumedienne. Lors de leurs échanges, Ben Bella exprime son soutien à l'ALN, et depuis longtemps, il nourrit le rêve d'être un jour à la tête du futur État indépendant. Boumedienne cherchait parmi ses prisonniers un levier politique qui lui permettrait de s'opposer au GPRA et de légitimer sa position. Cette démarche était d'autant plus importante car Ben Bella partageait également une opinion défavorable à l'égard du GPRA. Un accord a ainsi été conclu entre Ben Bella et Boumedienne, selon lequel à leur retour en Algérie, Boumedienne soutiendrait Ben Bella et deviendrait président. فلنستعد فكريا وفلنستعد ماديا معنويا بخوض جميع المراحل والانتصار فيها كما انتصرنا في هذه المعركة الأولى المعركة المسلحة رغم أقاويل العدو ورغم ادعاءاته لنا بأننا قطاع رأس بأننا خارجين عن القانون بأننا لا يثمرنا نظام بأننا ليست لنا قوانين فقد أثبتنا للعالم أجمع بأننا دعاة حق بأننا إذا زعزعنا أركان الجمهورية الرابعة الفرنسية فلذلك سر وإذا حطمنا أسس الجيش الفرنسي هو إيمان بتحقيق الحق بتحقيق أو بتطهير أرض الوطن مهما كان الثمن ومهما كانت الحياة ومهما كانت الصعوبات ولا ننسى في هذه اللحظة بأن لنا إخوان لا زالوا في السجون ولنا كذلك إخوان لا زالوا مشردون في الجبال ولنا شعب كامل لا زال مشردا يحتاج إلى السكنى ويحتاج إلى الاستقرار ويحتاج إلى جميع ما تحتاجه النفس البشرية. إن إخواني الدرس الكبير أو المعنى الذي يجب أن نستنبطه من أجل هذا الحزم هو أن نعتبره عهدا جديدا بين جميع عناصر الشعب وتسليما جديدا بين جميع عناصر الشعب شبانه وشيوخه رجاله ونساؤه نعتبره هذا المهرجان عهدا جديدا ومظهرا جديدا. Libérés après 5 ans et demi d'emprisonnement, suite aux accords d'Évian, les prisonniers d'Aulnois embarquent pour Genève, mais décident finalement de rencontrer les négociateurs. Les retrouvailles sont tendues, reflétant les divisions profondes au sein du mouvement indépendantiste. Ben Bella se distingue de ses anciens codétenus en critiquant ouvertement le GPRA qu'il accuse d'avoir bradé l'Algérie avec les accords d'Évian. Fort de son alliance avec le colonel Boumedienne, Ben Bella continue de défier le GPRA depuis l'étranger, alimentant ainsi les tensions. Il entraîne Mohamed Khider dans sa démarche. Pendant ce temps, les principaux leaders du GPRA maintiennent leur ligne politique en faveur du respect des accords d'Évian. Cependant, les tensions au sein des hommes s'intensifient, avec Boussouf rejoignant secrètement le camp de Ben Bella et Boumedienne. En plus, l'armée des frontières est rentrée en Algérie malgré les accords qui stipulaient que tous les combattants des deux camps devaient rester à leur position. Il s'avère donc que le GPRA n'a pas assez de pouvoir en Algérie. Dans ce contexte de division interne,
Ben Bella cherche à réunir un CNRA à Tripoli pour former un programme politique. Au CNRA de Tripoli, tous les acteurs du jeu tentent d'affirmer leur position. Ben Bella cherche à profiter de cette réunion pour s'affirmer à son tour et imposer ses propres principes, mêlant socialisme, arabité et islam, tandis que le GPRA se défend contre cette tentative de prise de pouvoir par Ben Bella. La réunion se termine dans la confusion, avec une division claire des forces et sans affirmation de l'unité. Quant à la position de Boumedienne à Tripoli, elle reste discrète. Le GPRA, voulant réduire l'influence grandissante de ces nouveaux pôles politiques, décide le 30 juin de destituer l'état-major. Boumedienne et ses acolytes seront limogés. En apprenant cette décision, Boumedienne cherche refuge auprès de la Wilaya 1 historique dirigée par le colonel Zbiri qui annonce son soutien à l'état-major. Mais cette destitution ne sera pas appliquée, car Ben Bella va réussir avec son influence à sauver la tête de Boumedienne. Le 5 juillet, l'indépendance de l'Algérie est officiellement proclamée. Des festivités éclatent dans tout le pays pour célébrer ce moment historique. Cependant, dès les premiers jours de l'indépendance, des divisions politiques émergent. Le GPRA défile à Alger aux côtés de certaines wilayas, tandis que d'autres choisissent de ne pas participer, marquant ainsi le début d'une fracture au sein du mouvement national. Boumedienne et l'armée des frontières entrent en Algérie à la faveur des accords d'Évian. Simultanément, les troupes stationnées aux frontières est et ouest de l'Algérie font mouvement sur ordre de l'état-major en direction de Constantine et de Tlemcen. Pendant ce temps, les tensions politiques montent en flèche. Ben Bella, de retour en Algérie, critique ouvertement le GPRA et appelle à une nouvelle réunion du CNRA pour régler les différends internes. Le 10 et 11 juillet, Ben Bella et Boumedienne se rendent à Tlemcen, appelant tous les Algériens à les rejoindre. Ils font une entrée triomphante à Oran le 14 juillet. Puis, le 22 juillet, Ben Bella réalise un coup de force en proclamant la création d'un bureau politique et en désignant ses propres membres. Ce geste représente un défi direct au GPRA et accentue davantage les divisions au sein du mouvement. Le 23 juillet, les tensions éclatent lorsque les partisans de Youssef Saadi, chef de la zone autonome d'Alger, fidèle à Boumedienne, affrontent violemment les militants fidèles au GPRA, entraînant la mort de plusieurs personnes. De telles violences se multiplient dans tout le pays. Le 25 juillet, l'armée des frontières et les troupes de la Wilaya 1, dirigées par Tahar Zbiri, rentrent en force à Constantine. Des affrontements meurtriers éclatent entre l'armée des frontières et les combattants fidèles au GPRA de la Wilaya 2. Constantine sera occupée par l'armée des frontières. Le chef de la Wilaya 2, Salih Boubneider, et l'Akhdar Ben Tobel, ministre de l'Intérieur du GPRA, sont arrêtés. Après la prise de Constantine, l'armée des frontières occupera également la ville de Annaba. Le groupe de Tlemcen, dirigé par Ben Bella, Boumedienne et Khider, s'affirme avant tout comme le parti de la force militaire. Ils alignent environ 35 000 hommes, bien armés et prêts à en découdre. Ils contrôlent les grandes villes telles que Oran, Tlemcen, Annaba et Constantine. Toutefois, Ben Bella surprend tout le monde en parlant à la télévision pour la première fois. Au nom du bureau politique et ce contre la violence à Constantine, il déclare que le bureau politique prendra bientôt son poste à Alger en installant l'appareil politico-militaire qui se chargera de mettre en œuvre le programme établi à Tripoli. Conversion de l'ALN en armée nationale populaire, création de l'État, instauration du parti unique FLN. Ben Bella se proclame donc publiquement dirigeant de la révolution. Le 28 juillet, Belkacem, le nouveau leader d'un GPRA affaibli, s'oppose publiquement à Ben Bella. Lors d'une conférence de presse à l'hôtel Aleti, il déclare que la création du bureau politique est un coup de force illégal contre le pays, car seul le CNRA est autorisé à nommer un tel bureau. Belkacem et Boudief se rendent en Kabylie pour organiser la résistance contre ce coup de force armé. Les deux hommes forment à leur tour le groupe de Tizi Ouzou pour contrer le groupe de Tlemcen et s'opposer à l'occupation de Constantine. Ils lancent un appel à toutes les forces révolutionnaires du pays pour s'opposer à cette tentative de coup d'État armé, affirmant que le pouvoir politique doit revenir aux maquisards locaux. Cela déclenche une lutte acharnée entre les maquisards de l'intérieur et ceux de l'extérieur. Finalement, le 2 août, un accord est conclu entre les différents camps, reconnaissant provisoirement le bureau politique
et acceptant sa participation aux futures élections législatives. Ce compromis se fera avec la motivation de sauver l'unité du pays et d'éviter l'affrontement. Cependant, cela entraîne l'éclatement du GPRA et accentue les divisions au sein du mouvement national. Malgré un accord politique, les tensions entre les différents acteurs persistent. Yassef Saadi, chef de la zone autonome d'Alger, se dresse contre la Wilaya 4, fidèle au GPRA. Les combats dans la capitale entre les forces de la ZAA et celles de la Wilaya 4 font rage, causant de nombreuses pertes civiles. L'état-major se déclare prêt à intervenir. Du 15 au 16 août, de nouveaux affrontements éclatent à Constantine entre l'armée des frontières et les anciens combattants de la Wilaya 2, provoquant une centaine de morts. Néanmoins, l'armée des frontières maintient la ville. Le 19 août, anticipant une possible invasion de l'armée des frontières à la suite des conquêtes des grandes villes, les militaires de la Wilaya 4 quadrillent Alger. Le bureau politique appelle à une manifestation populaire à Alger sur le thème « Les militaires dans les casernes ». Le 23 août, la population d'Alger descend dans les rues pour réclamer le pouvoir aux civils et la fin des combats en scandant « Sab'a Snin Barka », 7 ans ça suffit. Les affrontements naissent entre les militaires de la Wilaya 4 et la population, mais le calme revient après l'intervention de Mohamed Rider, porte-parole du bureau politique, qui dénonce l'empiètement des militaires. Le peuple réclame l'union de ses chefs et le retour de la paix civile. Ben Bella réussit sa manœuvre et s'apprête à investir Alger avec une légitimité civile. L'épreuve de force pour conquérir Alger est définitivement engagée. Le 27 août, les élections législatives sont reportées à la suite de l'annonce de Karim Belkacem depuis le palais du gouvernement. L'accord du 2 août n'a donc pas été respecté sur la forme. Le 29 août, de nouveaux affrontements opposent à Alger les hommes de Yassef Saadi au groupe armé de la Wilaya 4. Ces derniers perquisitionnent la Casbah en réponse et appellent à une réunion du CNRA tout en accusant le bureau politique d'avoir tourné le dos aux principes de la révolution du 1er novembre 1954. Cela accélère l'intervention de Boumedienne et son armée des frontières. Le 30 août, le colonel Boumedienne, avec l'accord de Ben Bella et du bureau politique, ordonne à son armée des frontières et les forces des Wilaya 1, 2, 5 et 6, commandées par Medjli, Zbiri et Nezar, de marcher sur Alger. Alors que la guerre civile se déchaîne, le peuple scande sur la route à l'armée des frontières « Sab'a Snin Barka », 7 ans ça suffit. Pour reprendre les termes de Ferhat Abbas, où il écrit « Semant des cadavres sur sa route, Boumedienne faisait la conquête de l'Algérie. » Le 5 septembre, après une rude bataille contre la Wilaya 4, l'armée des frontières conquiert Chlef. Et le 9 septembre 1962, Boumedienne et l'armée des frontières, rebaptisée Armée nationale populaire, pénètrent dans Alger, consacrant la victoire de Ben Bella. Cette intervention militaire permet au bureau politique de consolider son emprise sur l'État et d'éliminer les contre-pouvoirs. Le GPRA, vaincu sur le plan militaire, capitule sans condition, laissant le pouvoir en Algérie entre les mains de Boumedienne et Ben Bella. Malgré quelques intégrations d'opposants, comme Ferhat Abbas, pour donner l'apparence d'un consensus politique, la victoire des deux hommes marque définitivement la prédominance du militaire sur le civil. Le 20 septembre, les élections de l'Assemblée constituante sont enfin organisées, avec comme seul choix proposé aux Algériens la liste unique imposée par Ben Bella. Malgré cela, la participation populaire est significative. Les postes clés sont distribués entre les vainqueurs. Ben Bella devient chef du gouvernement, Ferhat Abbas président de l'Assemblée, Mohamed Rider secrétaire général du FLN et le colonel Boumedienne ministre de la Défense. Suite à ces événements, débute une période de dictature civile sous le règne du parti unique qui exerce un contrôle total sur toutes les institutions. Cette dictature civile est incarnée par Ahmed Ben Bella. Un an après son ascension au pouvoir, Ben Bella cherche à renforcer son emprise sur les rouages de l'État, et il ne tolère aucune forme de contestation. Ses anciens compagnons de lutte qui s'opposaient à son régime autocratique ont été écrasés. Mohamed Boudiaf, avec qui il a partagé la prison en France, déporté dans le sud, condamné à mort en 1964, mais finalement contraint à l'exil au Maroc. Hossein Ait Ahmed, codétenu lui aussi daunois, jeté en prison pour avoir lancé un mouvement de rébellion,
le Front de Force Socialiste dans les montagnes de Kabylie. Karim Belkacem, négociateur déviant et un des fondateurs du parti FLN, contraint à l'exil en France. Ferhat Abbas, le premier président du GPRA et chef de l'Assemblée, emprisonné en juillet 1964 suite de son profond désaccord avec la politique de soviétisation de l'Algérie. Le colonel Mohamed Chabani, qui contrôlait la Wilaya 6, est exécuté le 3 septembre 1964 après un procès expéditif pour haute trahison envers l'armée. Une fois ses opposants écartés, Ben Bella se tourne vers ses alliés, cherchant à éliminer ceux qui soupçonnent de trahison ou d'ambition démesurée. C'est le sort réservé à Mohamed Rider, qui est destitué et contraint à l'exil pour une histoire obscure de détournement de fonds. Mais c'est le colonel Boumedienne influent et taciturne qui suscite particulièrement la méfiance du président. Boumedienne, en tant que vice-président du Conseil et ministre de la Défense, dirige la seule force organisée du pays, l'armée. Cela lui conférait une puissance et exerce une influence considérable sur certains ministres de son gouvernement. Ben Bella, ayant grandi sous l'influence du régime nassérien, estimait que la situation exigeait une autorité civile forte. C'est dans cette optique qu'il s'est opposé à toute intégrance de l'armée dans les affaires politiques. Mais cela a provoqué un conflit entre lui et Boumedienne, qui s'est vite transformé en affrontement ouvert. Ben Bella a résumé ce désaccord par une question centrale. Qui gouverne l'Algérie ? L'armée ou le parti ? Ainsi, pour réduire son influence au sein du gouvernement sans l'attaquer personnellement, Ben Bella nomme en mars 1964 le colonel Zbiri à la tête de l'état-major pour contrer son emprise sur l'armée. Erreur. Boumedienne s'entend avec l'homme censé le neutraliser et conserve la main sur l'armée. Face à cet échec, Ben Bella change de stratégie. Il pousse à la démission plusieurs figures clés du régime, dont Ahmed Meddagri et Qaïd Ahmed, tous des partisans du colonel. De cette façon, en consolidant son propre pouvoir en tant que président de la République, chef du gouvernement et secrétaire général du FLN, Ben Bella s'approprie également les ministères tels que l'Intérieur et les Finances. Mais son attaque la plus directe vise le bras droit de Boumedienne, Bouteflika. Mai 1965, dans l'atmosphère tendue de la Villa Jolie, Ben Bella convoque son ministre des Affaires étrangères pour une discussion cruciale. Le président, d'un ton solennel, lui donne un conseil. Démissionne dans l'intérêt du pays, de nos rapports personnels et de l'avenir de la nation. Au Caire, lors d'une réunion des chefs de gouvernement arabes, Boumedienne est informé des manœuvres de Ben Bella par Bouteflika. Sans perdre de temps, il annonce à ses partisans son retour. À Alger, les membres se rassemblent chez le colonel. Les conversations sont tendues, animées de reproches et de frustrations. Nous lui avons offert le pouvoir sur un plateau d'argent et maintenant il veut nous exclure. Tonne Qaïd Ahmed, récemment évincé de son ministère. Boumedienne met en garde contre les intentions de Ben Bella, soulignant le risque imminent de leur survie politique. La décision est prise, neutraliser Ben Bella avant qu'il n'arrive à ses fins. Pour les membres, c'était soit son coup d'État ou le leur. Début juin, les conspirateurs renforcés par les commandants des régions militaires intensifient leurs réunions secrètes. Ils débattent de la date et de la stratégie du putsch à venir. Le temps presse, car le 29 juin, Ben Bella doit présider la conférence afro-asiatique à Alger. Renverser le président après qu'il ait brillé aux côtés des dirigeants africains et asiatiques serait une entreprise risquée. La communauté internationale et les puissances étrangères refuseraient de reconnaître la légitimité des nouveaux dirigeants arrivés au pouvoir par la force. Bouteflika propose d'agir avant le sommet, suivi d'une campagne de justification auprès des ambassades étrangères. C'est ainsi que le 19 juin est choisi. Avec le plan approuvé, il reste à nommer la nouvelle entité destinée à remplacer le régime de Ben Bella. C'est ainsi que le Conseil de la Révolution est choisi. Vendredi 18 juin, à 21h, Ben Bella convoque Boumedienne à la Villa Jolie pour discuter de la réunion prévue du bureau politique et d'un remaniement ministériel. Ben Bella exprime son intention de remplacer Bouteflika et d'intégrer des technocrates dans son nouveau gouvernement, manifestant ainsi son désir de restructurer son entourage. Boumedienne s'y oppose fermement, creusant davantage le fossé entre les deux hommes. De retour à son bureau au ministère de la Défense, le colonel organise un dernier briefing avant le déclenchement de l'opération. Il donne des instructions claires. L'arrestation de Ben Bella doit être rapide,
sans violence et ne pas excéder 2 heures. En cas d'évasion, l'armée est prête à prendre d'assaut toute ambassade qui lui accorderait l'asile. L'ambassade du Maroc, près de la résidence présidentielle, attire une attention particulière. Malgré les tensions avec le palais royal depuis la guerre des Sables en 1963, Ben Bella n'oublie pas ses liens avec le Maroc. Puis, Boumedienne se tourne vers Tahar Sbiri. C'est à toi de l'arrêter, monsieur Tahar Sbiri. Minuit. Les chars de l'armée prennent position autour de la capitale. Les rares Algérois témoins de la scène pensent qu'il s'agit encore du tournage du film La bataille d'Alger de Géo Pontecorvo. À la Villa Jolie, des officiers de l'armée algérienne complices de l'opération et au fait du mot de passe de la soirée, prennent la relève de la garde rapprochée du président. Le samedi 19 juin, à 1h du matin, Tahar Sbiri et ses hommes montent les escaliers qui mènent à l'appartement du président au 5e étage. Ben Bella est réveillé par des coups frappés contre sa porte et la voix du chef d'état-major de l'armée s'exclame. « Sid Ahmed, tu n'es plus président. Nous avons constitué un conseil de la révolution. Tu dois nous suivre. Il ne t'arrivera rien. » Le président s'habille et descend au rez-de-chaussée. Menottes au poignet, il monte dans une jeep pour rejoindre une villa à Hidra, sur les hauteurs d'Alger. Le programme de la radio algérienne est suspendu, remplacé par de la musique militaire et la diffusion en boucle, en arabe et en français, de communiqués qualifiant Ben Bella de despote et de tyran. Il a bouffé tout le monde. Je m'excuse encore de l'expression. À 12h05, le pays prend connaissance de la création d'un conseil de la révolution, qui assume tous les pouvoirs, à travers un message diffusé par Radio Alger. Un conseil de la révolution a été créé. Il a pris toutes les dispositions pour assurer dans l'ordre et la sécurité le fonctionnement des institutions en place et la bonne marche des affaires publiques. Ce coup d'État orchestré par le ministre de la Défense Houari Boumedienne ouvre un nouveau chapitre pour l'Algérie. Nous avons vu qui est cet homme, nous verrons ses projets et quel destin attend l'Algérie sous Houari Boumedienne.